Alliance internationale. Je suis ravi de vous voir avec nous ce matin et nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Mme Geneviève Garrigos, qui est la présidente de Amnesty International France, une organisation mondiale qui contribue à l'évolution de notre conscience collective en dénonçant les injustices et les pires horreurs de ce monde, mais qui est absolument indispensable dans notre vie contemporaine. Elle sera, comme vous le savez, interviewée par notre ami journaliste et historien Henri Veil. Après, le micro circulera pour poser les questions. Je vous demande d'avoir la gentillesse de poser une question qui appelle une réponse. Comme ça, le micro peut circuler et la plupart d'entre vous pourrez éventuellement poser vos questions. Merci, la parole est à vous. Merci, Adriane. Bonjour, Geneviève Garrigos. Bonjour. Améliorer les droits de l'homme à travers le monde est vraiment un combat fondamental, c'est ce que vient de signaler, de dire et d'affirmer Adriane. Mais est-ce que ce n'est pas aussi difficile que d'allumer le feu avec du bois mouillé? L'image est belle et oui, alors c'est vrai que parfois, souvent, parce que sinon on ne se mobiliserait pas autant, mais souvent il y a une étincelle qui prend, alors on est tout content, mais il faut la protéger, il faut vraiment continuer à en prendre soin parce qu'elle a tendance à s'éteindre très vite, donc c'est un peu le principe. Geneviève Garrigos, Kant disait « demain sera meilleur qu'aujourd'hui ». Il faut avoir la foi chevillée au corps pour se battre comme vous le faites. Oui, mais et c'est vrai qu'on a tendance à voir ce qui ne va pas, d'accord, et on oublie toutes les grandes améliorations qu'il y a pu avoir, et elles sont très très nombreuses. Moi-même, bon, je l'explique à l'instant, j'ai grandi en Argentine, je suis arrivée dans les années 70, c'était le début de la dictature qu'il y a eu en Amérique latine, et ça a été l'horreur. Amnesty International s'est beaucoup battu à cette époque-là, puisque à travers justement les prisonniers d'opinion, elle s'est mobilisée à la fois justement pour les prisonniers des dictatures latino-américaines, mais aussi celles du bloc soviétique et aussi dans d'autres pays. Et quand ils sont partis, on a dit ouf, mais il y avait l'impunité. Et finalement, 30 ans plus tard, cette impunité a été levée et les personnes sont jugées. Et donc ça, ce sont des avancées majeures. Donc ça prend du temps, parfois, d'autres fois c'est plus rapide, mais ça peut prendre du temps. L'important de se dire, c'est que chaque pas contribue à aller vers une humanité qui est plus juste et qui respecte plus l'individu en tant que tel. Pour reprendre l'image tout à l'heure du bois mouillé, l'étincelle chez vous, elle vient de l'Argentine, de la dictature des généraux? Chez moi, oui, en grande partie, mais peut-être même encore plus. Même avant, c'est le sentiment de l'injustice et des inégalités. Et ça, c'était la façon dont les Indiens étaient traités en Argentine. Donc c'est vrai que elle est très bien ancrée en moi, oui. Et ce qu'il y a de fondamental, vous l'évoquiez un peu, c'est que les bastions réputés inexpugnables tombent. Le communisme, par exemple. Oui, tout finit par tomber et c'est aussi l'importance d'avoir un mouvement comme Amnesty International qui dénonce, parce que nous réalisons des enquêtes qui sont vraiment impartiales et indépendantes. Ça permet de te dire ce qui se passe dans un pays, même si on ferme les yeux. Aujourd'hui, on prend la Corée du Nord, bien, on est là pour dire ce qui se passe. On prend l'Iran. L'Iran, on parle beaucoup de la question de la bombe atomique, du nucléaire. On parle beaucoup moins des dizaines de femmes qui sont emprisonnées parce qu'elles se battent pour leurs droits, des journalistes arrêtés, de la peine de mort, etc. Et nous, on est là pour en parler. Et le fait même qu'on en parle, le fait qu'on soutienne les prisonniers d'opinion, est un message aussi qu'on envoie aux gens sur place qui eux aussi se battent et qui se sentent appuyés, épaulés. Et ça, c'est majeur, parce que de toute façon, on sait très bien que le changement vient de l'intérieur. Mais il faut qu'il y ait du soutien à l'extérieur, et aussi que les grandes puissances qui sont très promptes à pointer du doigt les dictatures quand ça leur convient, il faut dire les choses comme elles sont, dès qu'elles sont amies ou dès qu'elles ont des intérêts politiques, eh bien elles vont fermer les yeux. Eh bien nous, on est là aussi pour dire non, vous voyez, non, voilà ce qui se passe, et informer la presse. Mais les grandes puissances, elles cultivent le cynisme. C'est l'économie qui prime. C'est pas que l'économique.
il y a des questions... Les questions économiques sont quand même plus récentes. Il y a aussi des visions qui sont très dogmatiques. Quand on parle du soutien qu'il y a pu avoir aux dictatures d'Amérique latine, ce n'était pas que de l'économique, c'était à l'époque la guerre contre le communisme. Aujourd'hui, on a la guerre contre le terrorisme. À l'époque, c'était contre le communisme. Et donc, tout le soutien était apporté à ces dictatures parce qu'il fallait absolument pas que le communisme s'étende sur le continent. Donc, ça peut être du dogmatisme, ça peut être de l'économique, ça peut être des amitiés personnelles. C'est des mélanges ou du cynisme géostratégique, où on considère que finalement, s'il y a un génocide dans un pays, c'est pas grave parce que de toute façon ça maintient la stabilité dans la région et que surtout il faut maintenir la stabilité. Donc il y a des facteurs très divers et on ne doit pas céder à ces facteurs. Et ça c'est souvent très difficile parce qu'on nous dit mais vous vous rendez compte ce que vous allez enclencher est peut-être pire que ce qui existe. Et on pourrait prendre le cas par exemple aujourd'hui de la Tunisie, se dire pourquoi vous avez dénoncé pendant autant d'années le régime de Ben Ali, ce qui se passait dans les prisons, les gens enlevés, qui disparaissaient, etc. Regardez aujourd'hui ce qui s'y passe. La question pour Amnesty, justement, ce n'est pas de dire si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas des géopolitiques, on n'est pas dans la stratégie, on est dans le fait que de toute façon, toutes les évolutions passent par des phases qui sont parfois difficiles. La Révolution française en est quand même un exemple superbe, mais la ligne de lecture pour nous, c'est le droit, le respect du droit, le fait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, on ne torture pas, on ne fait pas disparaître les gens, on n'arrête pas arbitrairement. Parce qu'à partir du moment où on tolère ça, c'est chacun des individus, chacun d'entre nous, qui se retrouve menacé dans sa liberté, et ça, c'est inacceptable. Au Mali, on dit... avez-vous pris position? Le combat, a priori, c'est celui d'un juste, c'est-à-dire l'intervention française. Et puis, de l'autre côté, on apprend que derrière, l'armée malienne aurait torturé. Alors, nous, on ne prend jamais position pour ou contre une intervention. Mais que dites-vous? Est-ce que vous parlez déjà? Nous, on parle, oui, et justement, le fait des exactions de l'armée malienne viennent en partie de la dénonciation d'Amnesty International, puisque très rapidement, nous, on a envoyé des gens sur place qui ont été enquêtés et qui ont identifié, retrouvé des cadavres dans des puits, dans des villages qui avaient été abandonnés par l'armée. Donc, on a remonté les familles, on a fait un vrai travail d'enquêteur et on a sorti un rapport très rapidement sur ce qui se passait. Ce qui a dû mettre un frein quand même, parce que maintenant... on fait beaucoup plus... en tout cas, de ce que l'on voit, il y a plus de précautions qui sont prises et la communication aussi est différente. Cela nous a valu d'être très très attaqués. Et au Mali, donc notamment le directeur de la section malienne, puisque Amnesty aujourd'hui est présent avec des entités comme en France dans à peu près 60-65 pays, eh bien... il était venu en Europe et il a dû y rester parce qu'il était recherché justement par des éléments qui voulaient lui en donner un recoudre. Donc, mais on le fait. C'est-à-dire qu'au contraire, chaque fois, nous, on ne prend pas position pour ou contre une intervention. On rappelle toujours le respect du droit international et on envoie des chercheurs sur place. On l'a fait en Libye. On a des gens qui sont rentrés sur place en Syrie, en plein dans le conflit. Et chose exceptionnelle pour Amnesty, sans autorisation, puisque Bachar al-Assad refuse, que ce soit l'ONU ou toute autre organisation. Mais nous devions voir, parce qu'il y avait des campagnes de désinformation qui commençaient en disant c'est pas vrai, c'est des montages. Donc on a des chercheuses, en plus c'est des femmes qui sont allées, qui ont dans le nord de la Syrie, dans des dizaines de villages, rencontrer les gens, prendre des photos. On prélève aussi des restes de munitions, on prend des photos pour essayer de déterminer quel type d'armement est utilisé, pour savoir quelle est la provenance, s'il y a un embargo, s'il a été violé ou pas. Donc vous voyez, c'est un véritable travail d'enquêteur qui est mené pour dire, c'est pas parce qu'il y aurait une cause juste et une cause moins juste que les exactions des plus justes sont plus juste que celle des autres. Voilà. Donc il y a vraiment ça. On n'a pas le droit de commettre d'exactions, quelle que soit la valeur qu'on défend. Donc ça veut dire que vous prenez des décisions très rapidement, comme dans une rédaction, vous envoyez quelqu'un sur le terrain rapidement, accessibilité difficile, zone de guerre, l'armée qui quadrille, comment vous faites? Ah bien, ça c'est aussi une de nos forces, c'est-à-dire que depuis 50 ans, Amnesty International a tissé des réseaux
dans de très très nombreux pays, hein, et notamment en Syrie, si on reprend ce cas-là, au départ, c'était que des ONG comme Amnesty qui étaient en capacité de donner de l'information, tout simplement parce que, eh bien, on a défendu tellement de prisonniers d'opinion, on est en contact avec les avocats, les médecins, les associations, même celles qui étaient clandestines, qu'on sait comment sortir l'information, on sait comment faire sortir des gens de ces pays. Donc on a très très vite des relais, et quand on va sur place, c'est eux qui cachent, qui conduisent, qui amènent. Donc voilà, on a nos services d'information, je ne vais pas dire de renseignement, mais on a nos réseaux, nos services d'information, des gens qu'on connaît depuis très longtemps, sur qui on sait qu'on peut s'appuyer. Et derrière, on recoupe toutes les informations, parce qu'on sait très bien aussi que dans ces contextes-là, les gens peuvent être influencés eux-mêmes. Risque de manipulation. Oui, et c'est normal. On l'a vu par exemple avec la Libye, quand on nous annonçait des morts et des morts et des morts, et nous on disait attention, nous on est sûr, nous on disait à un moment donné, nous on est sûr, on en a 300, parce que nous on référençait les noms, les adresses, comment ils étaient décédés, où, etc. Et on nous annonçait à l'époque 5000 morts, 6000 morts, nous on disait attention, calmons-nous, parce qu'il y avait une telle volonté aussi, et on peut le comprendre, de la population libyenne, d'avoir un soutien extérieur, qu'ils se disaient plus de morts et peut-être qu'ils vont venir. Donc là aussi, on est pour donner l'information la plus équilibrée, en tout cas en fonction de ce qu'on connaît. Quel profil envoyez-vous sur le terrain? Parce que justement, pour mener il faut avoir une certaine expérience pour mener ce genre d'opération. Il y a deux choses. Il faut... on fait très attention déjà à la nationalité de la personne que l'on envoie. Par exemple, quand il y a eu, c'était il y a 2 ans, ou en 2011, oui, les affrontements, hein, le post-électoraux en Côte d'Ivoire, on a envoyé des gens sur place, mais on ne pouvait pas, par exemple, envoyer des Français, parce que, compte tenu du contexte, ça aurait pu être mal perçu par la population. Mais il nous fallait des francophones. Donc là, on a envoyé des Mauriciens et des Canadiens, pour vous donner un exemple. Ensuite, il faut que ce soit des personnes qui ont l'habitude de faire ce genre d'enquête. Il y a une véritable expertise. Si possible, qu'ils soient déjà allés dans le pays pour connaître les lieux, pour qu'ils puissent se repérer, parce que sinon ça devient très dangereux et très difficile pour eux. Et puis, un dernier point, il faut une très grande capacité de recul. Et c'est peut-être un des points majeurs, parce que quand on va sur le terrain et qu'on voit les horreurs qu'on voit, et moi, il m'est arrivé de parler avec des chercheurs qui rentraient de mission, et quand ils ont vu des charniers où il y a des enfants, quand ils ont vu ce genre de choses, ou qui rencontrent à longueur de journée des femmes qui ont été violées dans des conditions épouvantables, clairement, il faut pouvoir ne pas craquer. Il faut aussi pouvoir ne pas se dire, mais il faut que je les aide à tout prix. Il faut se dire, non, je suis là pour collecter l'information. Il faut que ce soit la plus véridique possible, parce que ce n'est que comme ça que je vais vraiment les aider, et pas rentrer finalement dans une surenchère. Il faut que je vérifie bien les informations, il faut que j'essaie de trouver qui a fait ça. Voilà, donc c'est des profils très particuliers. Alors après, bien sûr, il y a des contextes de recherche qui ne sont pas aussi lourds. Quand on envoie faire des recherches, par exemple, sur la situation des Roms dans les bidonvilles, dans la banlieue nord de Paris, on va envoyer des personnes qui seront peut-être plus jeunes, qui n'auront pas, je dirais, l'expérience des crises. Mais en situation de crise, on envoie des gens qui ont 20-30 ans de métier et qui ont été à travers le monde et qui ont justement cette capacité à pouvoir réagir. Vous avez combien de collaborateurs dans la section française? Alors à la section française, nous, on n'a pas vraiment de chercheurs. Les chercheurs sont basés à Londres. Ils sont au siège. Sauf pour l'Afrique de l'Ouest, parce que toutes les connexions sont beaucoup plus faciles. Il y a aussi il y a la francophonie aussi qui est basée à Paris, et puis il y a les médias internationaux francophones. Donc c'est vrai que d'un point de vue là, opérationnel, c'est beaucoup plus simple pour eux d'être basés à Paris. Donc ils sont une équipe de 5 personnes pour l'Europe de l'Ouest. Et en ce moment, entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, parce que ça va pas bien au Togo en ce moment, etc., ils ont beaucoup de travail, ils sont très surchargés. Sinon, à la section française, on a un peu plus de 70 salariés.
Et là, peut-être que je peux vous expliquer ce qu'on fait nous en dehors de la recherche, parce que la recherche, c'est un des aspects. J'y viendrai. Ah d'accord. Amnesty, ce sont des gêneurs. Pour beaucoup. Oui. Mais des gêneurs nécessaires. Oui, en fait, Amnesty est devenue une institution, d'accord. Et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes dans le grand public, ils font pas trop la différence entre Amnesty International, les Nations Unies, tout ça pour eux c'est flou. Alors, c'est devenu nécessaire. On a un statut d'observateur aux Nations Unies à New York, on a un statut également au Conseil des droits de l'homme à Genève, on est présent à Bruxelles, on est présent à Strasbourg, ça c'est, mais aussi à la Cour, aux Amériques, voilà c'est ça, on est vraiment partout, et vous savez, c'est vrai qu'on est des gêneurs parce qu'au moment où certains États voudraient faire croire que tout va bien parce qu'ils veulent normaliser les relations diplomatiques, ou voilà, nous on arrive, on dit attendez là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe en ce moment, vous ne pouvez pas fermer les yeux. Et puis une des raisons aussi pourquoi on est devenu une institution et on a autant cette utilité, c'est que on a des archives. Parce que tous les témoignages que l'on recueille, les photos, tout ça, nous on garde tout. Et je vais prendre un autre exemple, c'est le cas par exemple de Duvalier aujourd'hui, en Haïti. Bon, il était venu en France, maintenant il est retourné, on essaye de le faire juger. Et lors du dernier tremblement de terre en Haïti, les archives de la justice haïtienne ont été détruites pendant le tremblement de terre. Donc il n'y avait plus d'archives. Et comme très souvent, eh bien, Amnesty était, elle, en capacité de sortir ses archives avec tous les dossiers des prisonniers, des personnes qui avaient disparu, qui ont été assassinées, et vraiment des dossiers avec toutes les informations, et ça, on peut les apporter. Et donc, on est souvent sollicité aussi pour apporter nos archives lors des procès. Donc, vous voyez, vraiment un rôle majeur. Rôle majeur pour une organisation qui est indépendante et donc qui ne reçoit aucun argent institutionnel. Absolument, oui, ça c'est une décision dès le départ. Quand Peter Benenson a décidé de créer Amnesty en 1961, oui, excusez-moi, en 1960, comme j'étais dans les années 70 après, en 1961, il est parti d'un principe qui était de se dire que plutôt que de s'indigner et de pester devant son journal, ou quand on entendait qu'il y avait telle personne qui avait été arrêtée ou qu'il se passait ça dans un pays, eh bien peut-être que si les personnes du monde entier à ce moment-là écrivaient, puisque c'est le principe d'Amnesty au-delà de la recherche, comment on agit, eh bien ça pourrait faire bouger les lignes et bouger les choses. Et donc il a lancé un premier appel. Et pour lui, c'était majeur qu'on ne soit pas perçu comme, à l'époque, on était en pleine guerre froide, il faut revoir le contexte, comme quoi on était soit pro-communiste, soit pro-ouest, on ne parlait pas encore de capitaliste à l'époque, voilà c'est ça, ou carrément avec les pays non alignés. Et donc, le premier appel qui a été lancé dans l'Observer en Grande-Bretagne, et qui avait été repris en France d'ailleurs par Le Monde, concernait 9 prisonniers d'opinion, donc 3 du bloc soviétique, 3 du bloc de l'Ouest et 3 des pays non alignés. À l'époque, je me souviens, il y en avait un de Guinée d'ailleurs, donc déjà à l'époque, voilà. Et donc, ça c'était déjà pour dire, à chaque fois, nous, quand on présente une situation, d'ailleurs dans un conflit, on présente toujours les deux aspects. On ne veut pas omettre, soi-disant parce qu'il y en a un qui commet plus que l'autre, ou parce qu'il serait plus juste, etc. Vraiment, c'est de tout présenter. Donc, et garder cette côté impartialité. Et dès le départ aussi, on s'est dit, si on veut être impartiaux dans un monde qui est bipolaire, qui est devenu plus multipolaire, mais qui reste quand même très polarisé, avec des intérêts variés, si on veut pouvoir nous-mêmes choisir ceux dont on va parler, eh bien, on n'a qu'un moyen, c'est d'être indépendant financièrement. Et aujourd'hui, en termes de défense des droits humains, parce qu'il y a d'autres
organisations qui sont indépendantes, mais en termes de défense des droits humains, Amnesty est probablement la plus grande à être totalement indépendante, et c'est viscéral chez nos membres. Je dirais que même nos membres ils sont un peu paranoïaques de ce côté-là, donc c'est vraiment très très ancré chez nous. Jamais de difficulté pour boucler les budgets? Disons que c'est... non, nous en tout cas, non. Après, clairement, c'est vrai que dans certains pays, c'est plus difficile que d'autres. Et au niveau international, Amnesty est beaucoup plus implanté clairement dans les pays du Nord, hein, puisque c'est quand même là où on avait le plus de liberté au départ aussi pour se développer. Donc ce qu'on appelle les pays du Nord, c'est l'Europe surtout du Nord d'ailleurs. Quand je dis la France... dedans, bien sûr. Il y a le Canada, USA, Australie. Bon, voilà, c'est un peu un Nord un petit peu bancal, mais voilà. Et nous, c'est vrai qu'on a cette chance d'être très soutenus par nos donateurs. Et ce que l'on fait, c'est qu'on aide les sections qui, elles, sont au sud et qui ont des difficultés. Soit les gens qui les soutiennent n'ont pas l'argent, hein, ils ont déjà des difficultés souvent pour manger, soit les autres, ils ne vont pas nous donner d'argent pour qu'on dénonce ce qu'ils sont en train de commettre. Donc, eh bien, c'est nous qui les soutenons financièrement. Donc, ça dépend vraiment des pays, oui. Pas de concurrence avec d'autres organisations comme Human Rights? Non, on n'est pas... on ne peut pas parler de concurrence. D'ailleurs, on travaille souvent ensemble. Et puis, Human Rights ils travaillent sur beaucoup moins de pays que nous. Hein. Si vous prenez le rapport annuel d'Amnesty, c'est un peu le poids d'ailleurs de l'activité d'Amnesty, puisque on reprend généralement tous les pays pour lesquels on a au moins eu des communiqués de presse. Et nous, on est sur 160 pays, à peu près 165, alors que Human Rights Watch, le rapport est sur 60-70 pays. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, nous, on a des implantations locales très très fortes. On a beaucoup de militants. Eux n'ont pas de militants, donc on a une mobilisation sur le terrain qu'ils n'ont pas. Donc on a des fonctionnements différents. On se complète par la recherche et au niveau des instances internationales, mais même au niveau par exemple, du ministère des Affaires étrangères en France, on considère aujourd'hui qu'il y a 3 associations pour les droits humains qui dans le monde pèsent et qui ont un rôle majeur. Il n'y a pas ce gouvernement, mais dans le gouvernement précédent, je me souviens d'avoir rencontré un directeur de cabinet qui disait oui, on vous appelle la Sainte Trinité. Donc voilà, c'est... Qui sont Human Rights Watch, Amnesty International et la FIDH. Et la FIDH, c'est différent, c'est une fédération internationale des droits de l'homme, voilà, de Ligue des droits de l'homme dans les pays. Donc on est tous les 3 très différents. Par contre, on a un point commun, c'est que ce qu'on défend, ce sont les droits humains et que notre grille de lecture, c'est bien sûr le droit international et son application. Alors, avant de venir à l'autre versant, aux autres versants de l'activité d'Amnesty, est-ce que vous considérez Geneviève Garios comme droit de l'homiste? J'aime pas les mots en « iste » déjà. Non. Je ne suis pas une intégriste des droits de l'homme. Si la question est là... non, c'est vrai que ça, c'est une expression qu'on voit beaucoup à Hubert Védrine, hein, voilà. Qui considère que c'est une posture de repli. Oui, c'est une posture confortable de sa part. Et je pense qu'il a fait beaucoup de mal aux droits de l'homme. Nous, on dit droits humains parce que, bon, voilà, c'est comme ça chez Amnesty, mais il a fait beaucoup de mal parce que... justement, à cette défense des droits de l'homme, il oppose le réalisme politique. Et le réalisme politique conduit à commettre des abus. On l'a vu partout à travers le monde. Nous, on n'est pas là pour défendre la position des États, ni leurs intérêts. On est partie de la société civile. Et vous savez, quand la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948, bon, d'abord c'est une déclaration, donc elle n'est pas contraignante, c'est pour ça qu'il y a eu les protocoles internationaux hein, sur le droit civil et politique et droit économique, socio et culturel. C'est intéressant parce que elle donne obligation, tout ce corpus international donne obligation aux États, d'accord, de protéger les droits justement qu'on lui demande de ne pas violer. Donc il est un peu juge et parti. Et c'est la société civile qui peut, elle, dire non, là, vous ne le respectez pas. Et c'est notre rôle. Et ce rôle a tellement été reconnu que
pour les 50 ans de la déclaration en 1998, eh bien, il y a eu à Paris, puisque la réunion s'est tenue à Paris pour cet anniversaire, il y a eu l'adoption de la déclaration sur les défenseurs des droits humains, et qui sont justement toutes ces personnes de la société civile qui sont là pour défendre, et ça a été reconnu non seulement comme une obligation des États de protéger les personnes qui menaient ce type de combat, mais aussi comme un devoir de chacun d'entre nous de défendre les droits humains, puisque ça fait partie de notre patrimoine. Mais clairement, si nous, on ne le défend pas, les États, ils ne vont pas s'encombrer avec ça. Est-ce que ces États, ils essaient de vous influencer? Oui, bien sûr, on nous appelle, écoutez, au réalisme, aux difficultés. Pour prendre le cas de la France, quand on parle des Roms, eh bien, c'est vrai qu'on va nous dire, oui, mais vous comprenez, vous devez comprendre, ça pourrait... Nous, on est obligés, parce qu'ils sont dans des conditions insalubres. On dit, oui, mais ils sont dans des conditions insalubres, mais vous les mettez à la rue, donc c'est encore plus insalubre. Oui, mais après, les personnes du voisinage, elles vont devenir agressives. Oui, mais voilà. Donc, on essaye, ou dans d'autres circonstances, mais on vous dit, écoutez, on va le dire, mais on ne va pas publiquement. Donc, on essaye, mais nous on a vraiment notre ligne de lecture. On ne rentre pas dans ces considérations, parce que, en fait, on pourrait aussi bien rentrer dans la considération d'un État ou d'un gouvernement qui nous dit, oui, mais on ne peut pas faire autrement, on est contraint, ou de rentrer dans la des victimes et de dire on peut tout permettre, on peut aller jusqu'à la violence pour combattre un État qui commet des injustices. Et ça, on ne le tolère pas non plus. Donc, vous voyez, c'est aussi entre l'État et la population, c'est aussi trouver la ligne médiane, parce que on est sur la ligne du droit. Depuis 52 ans, vous l'avez trouvé à peu près la ligne médiane, la posture. Ah oui. Alors, l'autre versant ou les autres versants du fonctionnement et du travail de l'activité d'Amnesty International. Pour Amnesty, la recherche en elle-même, on n'est pas là que pour dénoncer, on est aussi là pour faire savoir et mobiliser. Donc, une fois qu'on a nos rapports de recherche, qui sont vérifiés, pour bien comprendre, très souvent d'ailleurs, on le présente au gouvernement ou à l'État pour qu'il nous réponde aux questions que l'on pose. Et c'est quand il a répondu officiellement, c'est toujours en annexe de nos rapports, la réponse des États. Donc pour nous, c'est un dialogue. Parce que notre objectif n'est pas non plus de faire la guerre aux États. Notre objectif est de faire que les choses bougent. C'est ce qu'on fait aussi avec les entreprises et les multinationales, puisqu'on travaille aussi dans ce domaine aujourd'hui. Et donc, la première chose, c'est qu'on sort un rapport, on essaye d'entamer le dialogue. À partir du moment où il y a un frein au dialogue, où il y a de la mauvaise foi, où on voit que, à ce moment-là, on sort avec... vraiment conférence de presse et toute la médiatisation autour notre rapport, et on commence. On a à la fois les activités qui vont être de plaidoyer, c'est-à-dire que on va aller, par exemple, une de mes tâches, moi, c'est d'aller rencontrer des ambassadeurs en France pour leur présenter les rapports qui sont sortis sur leur pays, parce que comme ça, on fait ça dans tous les pays Amnesty présents, parce que ça remonte, c'est pour montrer qu'il y a un regard quand même qui arrive sur le pays. Donc il y a les médias. Vous allez voir le chargé d'affaires de Corée du Nord à Paris? Ah, j'ai pas dit qu'ils me recevaient tous. Ça, c'est une autre affaire. non, ça c'est... Mais d'ailleurs, si vous me permettez un aparté, c'est très intéressant parce qu'il y a des ambassades qui, pendant des années, silence radio, on leur envoie. Et puis après, on lance les pétitions aussi des militants. Donc on peut leur envoyer des dizaines de milliers de pétitions, etc. Il ne se passe rien. Mais vraiment silence radio. Puis tout d'un coup, on nous appelle, on nous dit on veut vous voir. Et là, on se dit, tiens, ils vont peut-être passer devant le Conseil des droits de l'homme, ils ont peut-être eu des pressions des pays tiers. Et c'est très intéressant. La semaine dernière, j'ai rencontré comme ça, alors ça faisait très longtemps qu'on demandait, l'ambassadeur de Taïwan. On avait collecté sur l'abolition de la peine de mort, qui est un des grands combats d'Amnesty,
plus de 100 000 pétitions de signatures pour une personne qui doit être exécutée de façon imminente, alors qu'on sait qu'elle a été torturée pour avoir ses aveux, alors que les policiers qui l'ont arrêtée et qui l'ont interrogée ont été condamnés pour utilisation de la torture, elle continue à être menacée d'une exécution d'un jour à l'autre. Et là, l'ambassadeur, tout d'un coup, nous reçoit, charmant et tout. On a porté nos 100 000 pétitions. Il ne voyait pas très bien ce qu'il a. Bon, il y avait des tonnes de caisses. Et puis, on a pu avoir un discours avec lui sur l'abolition de la peine de mort, etc. Mais à son discours, on a bien compris qu'on lui avait demandé de nous recevoir. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Et puis, bon, et après, il y a l'aspect pour les pétitions. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir la signature de quelqu'un. Les gens sont persuadés, et ça, c'est peut-être un des plus grands combats qu'on a à mener aujourd'hui, que ça ne sert à rien. Il y a une espèce de fatalité. Signer, ça ne sert à rien. Se mobiliser, ça ne sert à rien. Oui, puis il y a tellement d'horreur. Donc, les militants que nous avons sur le terrain, les membres que nous avons, en France, on couvre à peu près toute la France. On a 350 groupes, des antennes jeunes dans les facs, etc. Et là, ça va être déjà de faire connaître. Donc, on va organiser des expos, des bars, on va organiser... Je viens vous voir aujourd'hui. J'en suis ravie. Avec des relais d'opinion. Voilà. On va organiser, on soutient beaucoup de films aussi. En ce moment, on en a un certain nombre avec des sujets très très divers. À la suite, on travaille beaucoup en partenariat avec les salles de cinéma et notamment d'art et essai qui, dans les petites villes, même parfois des toutes petites villes en France, vont passer un film et disent « Ah, ça, il y a un sujet de droits humains, on va appeler Amnesty pour qu'ils viennent animer un débat. » Et donc, ça nous permet de faire connaître. Parce que si on veut faire signer, il faut faire connaître. Et derrière, il faut aussi montrer qu'on a des résultats. Donc, vous voyez, ça c'est tout le travail après des militants sur le terrain. Et on a des résultats. Clairement, depuis la création d'Amnesty, on a fait libérer des dizaines de milliers de prisonniers d'opinion. Amnesty a eu le prix Nobel de la paix en 1977, et c'est pour le travail sur la Convention de la torture. Et Amnesty, avec d'autres associations, a beaucoup contribué aussi à faire évoluer le droit international. Mobiliser également est l'une de vos tâches. Il y a 2 semaines importantes au mois de mars. On oublie la journée de la femme, bien entendu, qui est une journée extrêmement importante, mais qui n'est pas une semaine. C'est le traité sur le commerce des armes, bis repetita, puisque ça n'a pas les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord au mois de juillet aux États-Unis. Et puis le deuxième élément, non négligeable non plus, c'est la marche blanche pour la Syrie. Oui. Alors, sur le traité du commerce des armes, là, on est en plein dans ce qu'aujourd'hui, les associations, les ONG, non gouvernementales, parce qu'il y a tellement de OG aujourd'hui, que je tiens à le préciser, ça a commencé dans les années 90. On avait mobilisé les prix Nobel de la paix qui avaient fait un appel pour un traité sur le commerce des armes. En 2000, je crois que c'était en 2003, on a lancé une pétition mondiale, c'était 1 million de visages pour le traité sur le commerce, pour obtenir un traité sur le commerce des armes, et elle a été remise 1 ou 2 ans plus tard à Ban Ki-moon, justement avec 1 million de visages qui avaient été recueillis à travers le monde. Petit à petit, voilà, ça a avancé. En 2009, l'Assemblée générale a voté pour aller vers un traité. Le traité il y avait une séance spéciale aux Nations Unies, donc à New York, en juillet dernier. Ça a capoté. Alors, on peut vraiment dire le mot. Il y avait des enjeux très différents, mais pour bien comprendre le contexte et l'enjeu et les difficultés que l'on a derrière tout ça, nous, si on demande un traité sur le commerce des armes, c'est une image un peu comme votre flamme, là, votre bois mouillé. C'est aujourd'hui le commerce des armes. Bon, ça tue les armes. C'est incroyable. Le coût pour l'Afrique du commerce des armes, c'est 13 milliards qui pourraient être investis dans le développement. Hein. Et on ne parle pas des armes vendues légalement aux États dans des contextes, mais vraiment tous les trafics d'armes. Eh bien, il est moins régulé que le commerce de la banane. Ça donne une idée. Comment on peut aujourd'hui vivre dans un monde où on prend plus soin du commerce des bananes que des armes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'un autre côté,
une des difficultés que l'on a au niveau international, c'est que il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a le Conseil des droits de l'homme, et il y a une espèce de supra-entité au niveau de l'Assemblée générale, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est le seul qui peut déclarer une intervention armée des Nations Unies dans un pays. C'est le seul qui peut aussi référer un pays ou demander, saisir le procureur de la CPI quand ce n'est pas un pays lui-même qui le fait. Donc il a un rôle majeur. À condition qu'il n'y ait pas le veto d'un de ses membres. À condition qu'il y ait... Alors il y a 5 membres permanents, d'accord? Et sur ces 5 membres permanents, il y a la France et la Grande-Bretagne, hein, c'est l'héritage d'ailleurs de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a les États-Unis, la Russie et la Chine, qui sont, la France aussi fait partie des plus gros vendeurs d'armes aujourd'hui, qui n'ont pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. C'est quand même paradoxal, hein, ils peuvent opposer leur veto à une saisie pour une instance que eux-mêmes n'ont pas encore ratifiée, ils n'en font pas partie. Et donc, ces 3 puissances ont des intérêts divergents, convergents, ça dépend des situations, mais c'est vrai qu'ils bloquent beaucoup de choses. Et à la conférence l'année dernière, il y avait un blocage. Les États-Unis ont vraiment bloqué, et c'est venu de quelque chose qui était, on s'en doutait un peu, mais bon, on ne l'aurait pas cru, c'est venu du fait que Barack Obama était en campagne, d'accord, et qu'il y avait la question des armes aux États-Unis et la NRA, et alors que le traité ne parle pas du tout de ce qui se passe dans le pays, hein, c'est intra-État ou oui, c'est un interpays, voilà, d'accord. Donc voilà, et les Russes et les Chinois se sont emparés de l'opportunité. Mais bon, au mois d'octobre, il y a eu une résolution qui a été présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies pour que ce soit représenté. Donc c'est représenté la semaine du 14-15 mars, et là on a bon espoir d'aboutir. Le Conseil de sécurité qui va nous permettre de faire la transition vers la Syrie, parce que la Chine et la Russie mettant leur veto tout ce qui concerne les décisions a priori concernant effectivement Bachar al-Assad et le gouvernement, je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs, le gouvernement en tout cas syrien. Donc parlons de la marche. Oui, la marche, bon, ça c'est le vendredi 14, et après il y a une grande manifestation. Internationale, cette marche. Oui, c'est ça, et c'est une marche, on appelle la vague blanche, parce que c'est de porter un mouchoir, quelque chose de blanc, un tissu blanc, ou avec une pancarte blanche avec marqué stop, et c'est pour appel à l'arrêt des violences en Syrie. On peut considérer ça comme dérisoire? Non, là aussi c'est très très important aujourd'hui à 2 titres. Le premier, c'est pour envoyer un message de soutien à la population civile syrienne. Ça c'est majeur. On l'a vu en 2011, jusqu'à la première moitié de 2012, la Syrie, c'était tous les jours. Alors, on voyait ça, on suivait ça, et puis petit à petit, c'est tombé, oui, presque dans les oubliettes. Maintenant, on parle quand il y a un attentat, mais on parle pratiquement plus de la Syrie. On parle pratiquement plus, et parce que là, il faut voir qu'il y a eu aussi de la part des Syriens des attaques très fortes au niveau de tous les sites qui communiquaient de l'information, mais aussi très fortes en termes de désinformation. Et du fait également qu'on parle aujourd'hui d'éléments plus extrémistes qui combattraient sur le terrain, etc., il y a des doutes qui s'installent dans l'esprit de certains gouvernements et autres, et donc on est moins présent sur la Syrie. Et finalement, depuis la conférence des amis de la Syrie l'année dernière au mois de juillet à Paris, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup bouger les choses, mais la réalité, elle continue à être la même, c'est-à-dire que la partie qui souffre le plus en Syrie aujourd'hui, c'est la population civile, et c'est à la fois pour soutenir cette population civile et à la fois pour dire aux États, attendez, c'est pas parce que c'est plus à la une des journaux télévisés ou des journaux qu'on oublie la Syrie, vous devez traiter la question de la Syrie, vous devez trouver une solution pour la Syrie. Donc c'est très très important, au contraire, de montrer qu'on n'oublie pas. Parce que l'oubli, et ça c'est une des grandes maximes, si je puis dire,
d'Amnesty, c'est l'oubli est le meilleur ami des dictateurs. Vous êtes un communicant affirmé. Hier, vous signez une tribune dans la Croix avec un certain nombre de co-signataires pour l'accès de l'eau aux Palestiniens dans la vallée du Jourdain. Une tribune qui a été remarquée. Oui. Oui, alors là, c'est un des dossiers les plus difficiles sur lequel on travaille, c'est effectivement le dossier Israël-Palestine. C'est un dossier difficile parce que des deux côtés, il y a beaucoup de passion. C'est un dossier difficile pour tout le monde. Oui, oui. J'ai pas dit que c'était pour nous. Couverture journalistique très compliquée. C'est un dossier très difficile en général parce que il y a des aspects passionnels des deux côtés et chaque fois qu'on dit le moindre mot, il faut le mesurer avec vraiment beaucoup de... Oui, vraiment le mesurer parce que tout le monde nous tombe sur le dos de toute façon. Mais nous, clairement, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la question de l'eau parce que c'est une question majeure et que dans les accords d'Oslo, il y avait aussi des accords sur l'eau qui n'ont jamais été respectés. Et clairement, nous, on a constaté des violations graves sur le terrain, à savoir que, eh bien, il y a des puits ouverts par des Palestiniens qui sont soit détruits, soit bétonnés, etc. Et que l'eau est détournée vers les colonies et que cela pose réellement des problèmes. Mais comme on avait dénoncé le fait que les Palestiniens ne pouvaient pas aller collecter leurs champs d'olives, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a c'est un dossier que nous portons, qui est important. Je vais donner dans quelques secondes la parole à Vincent. Je vais vous poser deux questions tout à fait personnelles. Vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes diplômé également d'HEC, qui est une école de commerce prestigieuse. Votre vie professionnelle, je crois, sans trop me tromper, est plutôt une réussite, voire une réussite. Quand vous parvenez à gérer ces deux engagements, parce que celui qui nous conduit à nous rencontrer ce matin est un engagement chronophage. Oui, c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, mais je crois que j'ai de la chance, j'ai beaucoup de mémoire et puis une grande capacité de travail, donc ça aide. Mais pour moi, c'est un équilibre. Je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre. Geneviève Garrigos, il y a quelque chose qui vous singularise quand même. Vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, dont on connaît l'opacité, et vous êtes engagé dans la transparence au quotidien à travers Amnesty. C'est vraiment paradoxal. Non, parce que en fait, justement, déjà, j'ai pas travaillé dans des grandes multinationales qu'on associe souvent à l'opacité. Et là, je travaillais pour une start-up dont on s'occupe d'ophtalmologie. D'ophtalmologie, donc avec 50 personnes, et je fais partie du comité de direction. Ces 20 dernières années, j'ai travaillé dans des sociétés où je faisais partie du comité de direction, donc je suis au courant des faits. Et c'est vrai que je suis là pour dire non, là, non. Et puis, en plus, j'ai eu pendant très longtemps, je l'ai plus depuis quelques mois, une fonction de DRH. Et pour moi, c'était aussi de lutter contre les discriminations en entreprise, de lutter vraiment pour l'égalité homme-femme, de m'assurer, etc. Donc, l'éthique que j'ai dans ma vie associative, je la porte aussi en entreprise. Donc, et heureusement qu'il y a des gens comme moi qui contribuent justement à améliorer l'éthique de certaines entreprises. Donc, c'est bien. La parole à la salle qui veut poser une question selon ce qu'Adrienne a dit. Question-réponse, madame. Et puis monsieur après. On va vous passer un micro. Dans l'autre sens, madame. D'abord, je voulais féliciter madame du combat qu'elle mène, et comme Amnesty. Je pense que c'est un des grands combats actuels dans tous les domaines. Et en particulier dans l'éveil de la responsabilité. Je pense que c'est une des dangers de la situation actuelle, c'est que les gens ne se sentent pas responsables. Oh, c'est dommage, oh, c'est comme ça. Et l'éveil de se dire, je suis responsable de ce qui se passe,
Je pense que vous avez fait beaucoup dans ce sens. Et aussi dans le sens de l'introspection. Vous venez de citer le conflit israélo-palestinien. Là, il y a un travail énorme d'introspection des deux communautés à faire. Je voulais poser la question sur le fait suivant. Les droits de l'homme sont un absolu. Mais la problématique se pose quand les droits individuels joignent ou sont à la frontière des droits collectifs, des collectivités. Là, il y a véritablement parfois une problématique qui se pose. Je pense par exemple à la critique. J'ai le droit de dire ce que je pense, j'ai le droit de critiquer ce que je veux. Mais quand ce droit atteint l'honneur, atteint ce qui est sacré pour une communauté, là, la question se pose sur la légitimité de ce droit. Oui, alors là, bon, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs questions. Je suis désolée. Il y a la question du droit individuel et le droit collectif. Clairement, le droit collectif, il est reconnu dans un cadre, d'accord, c'est celui des populations autochtones. Dans le droit international, c'est vraiment le seul cas où c'est la Convention 169 de l'OIT, c'est la Déclaration pour les peuples autochtones. Donc là, on reconnaît qu'ils ont un droit collectif à la terre parce que la terre n'est pas uniquement une question pour eux de patrimoine, hein, mais elle va au-delà, ça symbolise beaucoup plus. Mais, et ça c'est une chose qui est très claire, c'est que ce droit collectif leur est reconnu, mais en aucun cas le fait de, s'ils ont culturellement ou religieusement ou autre des pratiques qui sont contraires aux droits des individus, c'est le droit de l'individu qui va primer par rapport à ça. C'est-à-dire que au motif, et je vais prendre un exemple, au motif par exemple que l'excision serait culturelle, ça n'est pas praticable. Donc voilà, ça ne peut pas se justifier. C'est important parce qu'il y en a beaucoup qui essaieraient de justifier. Et d'ailleurs, c'est plus souvent le collectif ou la communauté qui veut imposer à un individu et qui est prêt à le sacrifier. On est toujours dans ce sens, on va en sacrifier quelques-uns pour sauver les autres. Et c'est contre ça que se dressent les droits humains. Alors après, l'autre question, c'est la question de la liberté d'expression. D'accord ? La liberté d'expression, elle est parfaitement réglementée. Et il y a une chose qui est très claire, et ça aussi c'est intégré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que moi j'ai des droits, mais il s'arrête là où commencent les droits d'autrui. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces droits m'implique un devoir, c'est celui de respecter ceux des autres. Alors on dit souvent, mais on parle des droits et jamais des devoirs. Mais c'est implicite. On ne peut pas tous avoir des droits si on ne s'engage pas tous à respecter ceux des autres. C'est le corollaire de base. Et ça, c'est inclus dans la déclaration. Maintenant, si dans la liberté d'expression, eh bien, il y a des personnes qui vont trop loin, la loi est là. Il y a le cadre juridique pour la déterminer. Nous, on n'est pas là pour dire quand est-ce qu'une personne doit s'arrêter de parler. Nous, ça c'est l'État qui le fait. Hein. Il faut pas oublier que... qui ne le fait pas. Ou qui ne le fait pas. Mais c'est de la responsabilité de l'État. C'est pour ça qu'on a un État, sinon on vivrait dans une jungle. Donc lui, il doit faire respecter par les individus. Nous, le corpus juridique, nous, on est là pour défendre l'individu quand il est emprisonné à cause de ce qu'il a dit. D'accord ? Et notamment, c'est comme ça qu'on a créé le concept qui aujourd'hui est généralisé de prisonnier d'opinion. Hein. C'est Amnesty qui a inventé cette idée. Mais, par exemple, nous, on n'a jamais nommé prisonnier d'opinion quelqu'un qui avait appelé à la violence, au combat par la violence. Jamais.
D'accord? Donc, on se fixe des limites dans la qualification et dans ce que l'on demande. On va demander la libération immédiate pour un prisonnier d'opinion. Par contre, pour quelqu'un qui aurait commis effectivement, qui aurait appelé à la violence ou qui aurait commis des actes de violence, on va demander un procès équitable. Parce que pour nous, le recours à la violence ne doit pas être. D'accord? Donc, vous voyez, on gradue. Mais bon, après, nous, on n'est pas l'État. Donc, mais c'est l'État qui fixe les règles. Monsieur. Bonjour madame, je suis médecin pédiatre. Ma question c'est les bloqueurs dans le monde, l'opposition, l'autorité d'État, quelle est l'intervention d'Amnesty dans ces questions des bloqueurs, opposants? Ah, c'est... alors, bon, nous on soutient effectivement... en fait, on soutient la liberté d'expression sous toutes ses formes, et notamment les blogs. C'est vrai que dans certains pays, aujourd'hui, Internet est devenu indispensable pour la liberté d'expression. On le voit très bien, on l'a vu, hein, de toute façon, là, sur la Syrie, sur la Libye et d'autres pays. Alors après, on a la question notamment aussi sur un pays pour lequel on est très mobilisé, c'est le Vietnam, parce qu'il y a vraiment là une cyber-répression. Il faut voir qu'en face de la liberté des outils que représente Internet, il y a des États qui mettent en place des politiques de contrôle. Hein. Il y a des cyberpolices en Chine, il y a une cyberpolice avec des centaines de milliers de personnes qui sont là pour regarder sur la toile tout ce qui ne va pas. On bloque les accès à Internet, etc. Donc nous, on est là pour permettre la liberté d'expression, mais c'est vrai que c'est un sujet difficile parce que jusqu'où on va dans justement la liberté d'expression sur Internet. On doit permettre, mais on sait très bien que par ailleurs, il va y avoir des excès. On n'est pas dupe, hein. Ça peut être utilisé par les terroristes, ça peut être par ceux qui sont pro-nazis, par les pédophiles, etc. Donc, comment réguler, c'est très difficile. Nous, on intervient surtout sur le fait que des personnes sont emprisonnées parce qu'elles ont écrit sur Internet en tant qu'opposants. Et là, on les considère comme prisonniers d'opinion. Voilà. Vous avez intervenu concrètement au Vietnam, par exemple? Ah oui, on intervient, on est en lien avec des associations et on défend des prisonniers d'opinion, on a des pétitions régulièrement et on est très en lien avec la communauté vietnamienne blogueuse. Oui. Madame. Bonjour madame, je suis membre du GISTI, donc je pense que vous connaissez bien. Absolument. Et c'est une question extrêmement concrète que je voudrais Juste avant de la poser, poser. tout le monde ne sait peut-être pas qui est... Alors, le GISTI est le groupe d'information et de soutien des immigrés. Merci. Ou des migrants. Et je voudrais simplement vous poser une question. Je fais une permanence téléphonique et on a un peu ce mot d'ordre dans notre association que lorsqu'on a en face de nous ou au téléphone quelqu'un qui veut demander l'asile, on a un peu on a cette position, on les dirige vers Amnesty International. Donc vous êtes tout à fait notre référent. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on dirige les gens vers vous? Enfin, on le comprend un peu, mais je pense que ça serait intéressant que vous nous expliquiez. Oui, on a un service spécialisé. En fait, pour nous, la question des demandeurs d'asile est bien sûr est complètement dans le cadre des conventions de Genève et de l'obligation des États à apporter protection aux personnes qui sont en danger. D'accord ? Et ça, pratiquement tous les États l'ont ratifié. Et donc, c'est vraiment une obligation des États. Alors, nous, cette activité est très ancienne, donc je ne peux pas dire comment elle a commencé, mais ça fait des dizaines d'années. Et on a à la fois des personnes qui savent comment monter les dossiers, mais en plus, on a je dirais un avantage, c'est que pour beaucoup de personnes, quand elles partent,
D'accord, elles fuient. Donc, il faut apporter des témoignages, il faut apporter des éléments de preuve, des éléments de contexte, etc., dans des régions qui sont complètement méconnues. Et donc, Amnesty a, justement, à travers ses chercheurs, ses archives, ses contacts, la possibilité de venir renforcer les dossiers et d'apporter des compléments. Et donc, c'est pour ça qu'on nous les adresse et qu'on aide beaucoup, beaucoup de demandeurs d'asile. Monsieur. Bonjour, George Gross ici. J'ai 4 petites questions, s'il vous plaît. J'ai jamais lu... 4 petites, après monsieur au fond. J'ai jamais lu un rapport d'Amnesty International, donc je ne peux pas commenter là-dessus. Est-ce que c'est vrai, donc vous faites des analyses, des constatations, pas de recommandations, vous faites aussi des recommandations? On fait tout. Deuxièmement, au niveau du financement. André a touché un peu sur le financement, mais vous n'avez pas répondu. La question était peut-être assez précise. Mais d'où viennent les financements de l'Amnesty International? Est-ce que c'est pays par pays ou est-ce que c'est un pôle commun mondial qui est après... Oui, c'est pas la question, mais... Alors, je vous réponds très rapidement. C'est pays par pays. Dans chaque pays, on a une association qui répond aux droits du pays et qui collecte au niveau du droit du pays. Donc, c'est pays par pays. Et nous, on paye une contribution à l'international. Donc, on a le gros de notre budget qui reste en France, mais on a une partie... je vais être tout à fait transparente avec vous. En France, on collecte à peu près... entre la collecte, les adhésions, les abonnements, toutes nos recettes, on doit être à 16 millions d'euros et on verse à l'international 3,5 millions, ce qui nous permet de financer la recherche au niveau mondial et les autres sections. Troisième question, qui était le troisième élément de la Trinité dont vous avez parlé? La FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Des questions qui nous touchent tous qui passent sur le périphérique et dans les rues de Paris, les Roms. Donc, vous avez fait un rapport sur la situation des Roms sur le périphérique nord, la porte de la Chapelle, la porte de Vincennes, et finalement, quelle est la solution possible? Merci. Ah, la solution possible. C'est vrai que c'est une des questions les plus difficiles que nous avons à traiter aujourd'hui en France. Et qui a provoqué beaucoup d'émoi. Il y en a d'autres. Mais en fait, c'était pas sur les communautés sur le périphérique, mais dans des communes de la banlieue du 93, puisque c'est là où il y a le plus de campements roms. Et on a aussi rencontré des familles à Marseille et à Lille. En fait, la question des Roms aujourd'hui... on sait très bien qu'en France, le nombre de Roms est à peu près constant. Hein. Il est entre 15 000 et 17 000 Roms. C'est les chiffres qui sont annoncés par les associations. Et on les expulse et on les renvoie chez eux. Il y en a beaucoup qui voudraient être sédentarisés et qui n'arrivent pas à l'être. La question par rapport aux Roms, clairement, c'est... déjà, il y a la question... des expulsions forcées. C'est-à-dire qu'au niveau du droit international, on définit une expulsion forcée comme quand on n'a pas consulté les personnes, quand on ne les a pas prévenues à l'avance, quand elles n'ont pas de recours et quand on ne leur propose pas de solution de rechange. Le droit français est en dessous, normalement, de ce qu'il devait être par rapport au contexte international. Donc le gouvernement dit, moi, je suis bien. Mais, sauf qu'au niveau du contexte international et des accords qu'il a signés, il n'est pas correct. En fait, et ces expulsions ont pour conséquence, l'aggravation sanitaire des populations, c'est-à-dire que les médecins, et notamment des organisations comme Médecins du Monde, et notre rapport était aussi, on l'a lancé en lien avec Médecins du Monde, qui travaillent avec eux, ne peuvent pas les suivre, et donc on retrouve des enfants qui vont être vaccinés 4 fois contre la tuberculose, parce qu'ils sont déplacés tellement souvent qu'à chaque fois on les revaccine, ce qui n'est pas terrible, d'autres qui vont passer à travers, donc il n'y a pas de suivi, ils n'ont pas de suivi dans leur traitement. Le deuxième aspect, c'est la scolarisation des enfants, puisque comme on va les mettre dans une classe et puis on les expulse, ils se retrouvent sur une autre commune et puis on ne sait pas exactement leur niveau, on va les mettre dans un autre niveau de classe.
Donc on est en train de les condamner à l'échec. Et nous, ce qu'on constate, c'est que petit à petit, cette population, mais on ne travaille pas qu'en France, hein, on travaille sur la Tchéquie, la Hongrie, tous les pays européens, on travaille sur la question des Roms, parce qu'elle doit être prise au niveau européen. Eh bien on constate que cette population est en train d'être vraiment elle va passer en 5e zone, c'est même plus une population de 3e zone. Et c'est inadmissible parce que ce sont des Européens. Donc, nous, déjà, au niveau du gouvernement, on a obtenu, avec d'autres associations, la création d'une commission interministérielle pour trouver des solutions au logement et pour trouver des solutions aux Roms. On trouve que c'est très lent et le ministre continue à expulser même pendant l'hiver, ce qui est quand même un paradoxe. Hein, si vous ne payez pas votre loyer, on ne peut pas vous expulser pendant l'hiver. Par contre, si vous êtes Rom, on peut vous expulser, donc avec les enfants, etc. Et l'autre aspect, c'est aussi changer l'image que la population peut avoir vis-à-vis des Roms. Parce que finalement, aujourd'hui, les expulsions et tout ça peut avoir lieu parce qu'il y a un rejet total des Roms. Hein. Si on fait un sondage dans la population française aujourd'hui, je pense que 70-80% des gens diraient qu'ils retournent dans leur pays. Et le problème, c'est que dans leur pays, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que s'ils ne retournent pas en Roumanie ou en Bulgarie ou en Hongrie, c'est parce qu'aujourd'hui, même les conditions qu'ils ont en France sont meilleures que celles qu'ils ont chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un plan européen, mais déjà, il faut apporter des solutions aux familles qui sont ici dans la détresse et trouver des solutions d'hébergement. Monsieur, au fond de la salle. Madame, bonjour. Vous nous avez montré combien Amnesty International avait des préoccupations très larges. Je voudrais vous parler juste d'un point, celui du problème des faux médicaments. Je suis professeur de médecine à la retraite et donc c'est un grand avantage parce que maintenant je n'ai pas forcément la langue de bois. Ça fait à peu près 10-15 ans que je suis très à l'affût de ces problèmes-là et j'ai fait des preuves que certains dirigeants de l'industrie pharmaceutique ne souhaitent pas fermement que la traçabilité du médicament, je parle pas du tout pour les affaires de médiateurs et compagnie dont je parle, que la traçabilité du médicament soit très très claire. Donc je voulais vous poser des questions, puisque vous êtes pharmacien, puisque vous êtes pharmaceutique, puisque vous êtes un ministère national, puisque vous êtes finalement à la fois pour la transparence et puis que l'économie mondiale quand même persiste. Je voulais savoir finalement quel serait le moyen d'action pour convaincre finalement tout à fait au sommet que le faux médicament n'est pas finalement souhaitable. Et là, je crois qu'on entre vraiment directement dans les droits de l'homme, le droit à la santé. Alors, Amnesty, on a un champ de travail très très large, mais pas celui-là encore. Bon, moi ça m'intéresse effectivement, mais plus par mon côté professionnel, et c'est vrai que je sais qu'il y a dans les ministères des personnes qui s'intéressent à ces questions et à différents niveaux, mais là, c'est vraiment une question de... C'est toute la question de la responsabilité des entreprises. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs avec un sujet qui est proche, c'est celui de la viande de cheval, voilà. Mais là, nous, on ne travaille pas du tout dans ce domaine. On travaille sur la question de la responsabilité des entreprises, mais on est davantage dans le cadre des activités des entreprises qui entraînent des violations des droits de l'homme au sens des conventions internationales. Et on travaille beaucoup sur les violations qui sont commises, notamment par les filles, parce que souvent les sociétés mères, elles respectent en tous les cas, elles donnent complètement l'apparence de respecter le droit, surtout quand c'est en Europe ou aux États-Unis, mais régulièrement il y a des scandales. Mais quand on passe dans les pays en dehors de l'Europe, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui dans les pays du Sud, ces violations peuvent être dramatiques, d'accord ? Et donc on est beaucoup plus sur ce genre de questions. Mais clairement, de toute façon, tout le travail qui sera fait pour augmenter la responsabilité des entreprises, pour augmenter leur transparence, ira dans le même sens. Donc à un moment donné, on se rejoindra. Monsieur ? Oui, j'ai lu avec intérêt votre article hier sur l'eau dans le Jourdain. Mais dans l'eau en Israël, c'est un grand problème. Mais
je crois qu'il n'y a pas nécessairement les mauvais Israéliens et les bons Palestiniens. Il n'y a pas non plus les bons Syriens et les mauvais Syriens. Je crois que la vérité, c'est qu'il y a toujours une part de vérité dans chacun et qu'il y a des, comment dirais-je, on doit avoir un effet relatif de ce que l'on voit. Il me semble que pour une Amnesty internationale, ça doit être extrêmement difficile de trier le bon grain de l'ivraie. Et ma question, c'est comment choisissez-vous vos interventions? Merci. Ça, question complexe. Oui, comment on les choisit? En fait, il y a, je pourrais dire qu'il y a 3 grands chapitres, d'accord? Il y a les situations de crise, hein, quand on parle de la Syrie, c'est vrai que ça s'impose d'elle-même. On n'a même pas à choisir dès que ça a commencé, mais quand ça a commencé en Tunisie, quand ça a commencé en Égypte, etc., tout de suite on a réagi parce qu'on savait, on connaissait les risques. En fait c'est ça, on connaissait les risques derrière et il fallait qu'on soit très vite sur le terrain parce qu'on n'avait aucun doute sur ce qui allait se passer, malheureusement. Hein, très vite, hein, vous prenez la Syrie, très vite, on est allé... on a commencé à sortir des rapports, nous c'est sur la torture en Syrie. En juin 2011, on sortait, juillet 2011, oui, 2011, on sortait notre premier rapport sur la torture en Syrie, c'était épouvantable. D'accord? Donc voilà. Après, il y a les pays qui pour nous ont un poids qui fait qu'on doit être particulièrement vigilant et suivre les violations principales qui se passent dans ces pays. Alors, ces pays, c'est bien sûr qu'il y a la Chine. La Chine, c'est difficile parce qu'on ne nous laisse pas rentrer, donc on peut, mais avec les dissidents, recouper la presse, etc. Donc voilà. Mais il y a aussi la Russie. On peut rentrer, mais c'est de plus... Et la Russie, c'est de plus en plus difficile. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on a un bureau à Moscou. C'est un bureau qui fait surtout de la recherche et qui est en contact avec la société civile locale. Et la nouvelle loi qui a été adoptée par la Douma fait que maintenant, les associations qui reçoivent de l'argent de l'étranger vont être estampillées agents de l'étranger. Ce qui rappelle aux vieux démons du communisme et qui veut dire que voilà, donc, et c'est pour nous faire partir, pour pas qu'on soit témoin de ce qui se passe et qu'on puisse dénoncer. Mais on continue. Mais on est aussi beaucoup aux États-Unis. D'accord, on suit beaucoup les questions américaines, depuis la peine de mort, mais les conditions dans les prisons. On a beaucoup fait aussi les violences que subissaient les femmes autochtones, etc. Après, voilà, donc ça, on travaille beaucoup sur l'Union européenne. On est sur la question des discriminations à l'égard des minorités, donc les Roms, les personnes homosexuelles. On est aussi sur les suites de la guerre contre le terrorisme. Donc voilà, donc ça pour nous, ce sont des États emblématiques, ce sont des grandes puissance, et comme on le dit, ils sont au Conseil de sécurité, des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pour nous, ils doivent être exemplaires. Donc voilà, ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est aussi par rapport au combat qui nous semble emblématique de vouloir mener. D'accord. Et par exemple, aujourd'hui, bon, il y a le traité sur le commerce des armes, donc on a sorti des rapports sur certains pays où on a enquêté sur place pour voir d'où venaient les armes, à quoi elles avaient servi, les violations qui avaient été commises, comment elles avaient été achetées, pour montrer qu'on avait vendu des armes en grande quantité à des États où on savait qu'ils violaient les droits humains, ou alors il y a eu des violations d'embargo. Hein. C'est par exemple au Soudan, il y a un embargo pour les armes au Soudan, mais la Chine et la Russie continuent à vendre à Khartoum, et on sait que Khartoum envoie les armes au Soudan. Donc vous voyez, on retrace, etc. Ou alors on a également, bon, si on revient sur la responsabilité des entreprises, on a un gros dossier qui est le dossier du delta du Niger avec la pollution qui... je ne sais pas si vous avez entendu de ce dossier, hein, depuis 50 ans, c'est l'équivalent d'un Exxon Valdez qui est déversé dans le delta du Niger. On en entend pratiquement parler, alors que vous avez vu BP dans le golfe du Mexique, combien ça fait la une des journaux. Donc là, c'est des dossiers emblématiques pour faire évoluer le droit. Donc vous voyez, on a vraiment 3 grandes catégories, et derrière, après... si on reprend le cas d'Israël-Palestine, il y a eu un moment, c'était en 2009,
quand il y a eu ce qu'on a appelé ce qui a été appelé l'opération Plomb durci, où il y a eu des crimes de guerre qui ont été clairement commis, avec utilisation de bombes au phosphore et autres, avec tous les ravages que ça peut provoquer. Et au départ, quand il y avait la mission d'enquête qui avait été demandée au niveau des Nations Unies, eh bien, c'était que sur les violations commises par Israël. Or, nous, on savait très bien qu'en même temps, il y avait eu des tirs d'obus qui avaient été lancés depuis Gaza vers des zones d'habitation civile de Israéliens. Et donc, on s'est battu pour que, même si la proportion n'était pas du tout la même, c'est vrai que 95% étaient commis peut-être par l'un et 5% par l'autre, mais il y a eu crime de guerre des deux côtés. Et pour nous, vraiment, on s'est battu pour que le rapport Goldstone voit les deux. Et aujourd'hui, on continue à se battre pour qu'il y ait justice pour les victimes des deux côtés, même si elles ne sont pas en même nombre. Pour chacune d'entre elles, c'est aussi grave. Et c'est ça ce qu'on l'on fait. C'est pas toujours facile. Les pro-palestiniens nous ont reproché d'être des suppôts du capitalisme, d'être avec les Américains, etc. Vous pouvez imaginer. Alors là, il y a le réseau Voltaire, par exemple, pour eux, on est la bête noire parce que voilà, on est financé par les États-Unis. Et puis pour les autres, on est financé par les... Mais bon, mais nous on sait, et c'est là aussi ce qui est important pour nous, d'être d'une certaine façon inattaquable. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher. Quand Hillary Clinton avait dit qu'il y avait des boîtes de Viagra, qu'on avait retrouvé des boîtes de Viagra en Libye parce que les soldats de Kadhafi violaient les femmes libyennes, d'accord, nous on est allés sur place et on n'a pas trouvé, et on a dit on n'a pas trouvé de boîte de Viagra. Et on n'a pas pu rencontrer des femmes qui avaient dit être violées par eux. Alors on nous a dit ouais, c'est dégueulasse, etc. Mais voilà, on essaye à chaque fois. Là, sur la Côte d'Ivoire, on a un dossier à charge sur Ouattara, mais comme on a à charge sur Gbagbo. Et on demande ce que demandent les associations, que ce ne soit pas que Gbagbo qui soit devant la CPI, mais aussi que ceux du camp Ouattara qui ont commis des crimes soient déférés devant la CPI. C'est le seul moyen que l'on a. Après, comme tout le monde, on n'est pas non plus... on peut commettre des erreurs, on peut se faire manipuler malgré toutes les précautions que l'on prend, mais on essaye d'en prendre au maximum. Et c'est pour ça aussi qu'on est crédible. On nous critique, on nous dit vous êtes financé par un tel, etc. Mais jamais on nous dit ce qu'il y a dans vos rapports est faux. Voilà. Monsieur. Oui, bonjour, donc j'ai une question pour vous. C'est vu de Paris, les droits de l'homme est un fondamental inaliénable. Mais il y a deux aspects dans beaucoup de pays où on doit considérer le human rights, droits de l'homme, avec le human needs, parce que les deux mots, human rights et human needs, sont indissociables pour le progrès du pays et de la population. Et ma question est que comment vous intégrez les human needs dans votre grille de lecture pour juger un pays et apporter une solution pour améliorer le niveau de vie dans chaque pays? Eh bien, écoutez, d'abord, nous, on ne sépare pas les deux. Pardon. Nous, on ne sépare pas les deux. D'accord? C'est-à-dire que, plutôt, je vous disais que de la Déclaration universelle sont nés deux protocoles, deux protocoles internationaux qui sont contraignants. Je crois d'ailleurs que les États-Unis n'ont toujours pas ratifié celui sur les droits économiques, sociaux et culturels, et la Chine n'a toujours pas ratifié celui sur les droits civils et politiques. C'est assez intéressant parce que ça illustre bien. Et juste en quelques mots, au moment de la guerre froide, puisque ces protocoles sont arrivés au moment où on était en pleine guerre froide, le bloc communiste a dit que ce qui était le plus important, c'était les droits économiques, sociaux et culturels, ce que vous avez appelé les besoins humains, et le bloc de l'Ouest disait que l'important, c'était les droits civils et politiques, puisque l'État, ça c'est la grande théorie capitaliste et libérale, l'État ne doit pas se mêler de la santé, de l'éducation, ça doit être du ressort de chacun. Or, depuis la chute du mur de Berlin, les deux à la fois ont été réunis. Alors il y en a qui continuent à dire oui, mais il y en a qui sont de seconde génération, les autres première génération. Pas du tout. C'est quand vous regardez les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout est dedans. C'est-à-dire aussi bien les civils et politiques que économiques, sociaux et culturels. Donc le droit à l'alimentation, le droit à logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation sont inscrits dans la Déclaration.
Alors, après, les efforts que font les pays. En 2000, vous savez que les Nations Unies ont lancé ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement, avec un certain nombre d'objectifs qui allaient depuis sur la santé, l'éducation, les droits des femmes, etc. Il y a différents cadres. Effectivement, un certain nombre de pays, on a vu des améliorations significatives. Là où nous, on intervient, parce que c'est dans la non-discrimination. Parce que ce qu'on a constaté, et c'est pour ça qu'on demande l'intégration d'une dimension de droits humains aussi dans le développement, c'est de façon à ce que ce développement soit pour tous et il soit équitable. Parce qu'on a vu par exemple au Brésil que tous les indicateurs s'étaient améliorés, mais les populations les plus pauvres, elles étaient encore plus pauvres. Alors on est sur une moyenne, mais quand on parle du développement, ça doit être pour tous. Un autre aspect, c'est que quand on veut faire construire des nouvelles zones d'habitation, parce qu'il y a des logements insalubres, on a des campagnes sur le Cambodge, sur l'Égypte, sur le Brésil, sur le Nigeria, sur le Kenya, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des populations, on les expulse, on les envoie plus loin et on construit des super logements. Donc là aussi, on dit, attention, le développement, oui, mais il ne peut pas y avoir des victimes du développement. Le développement, ça doit être le progrès pour tous et pas pour une partie de la population. Donc vous voyez, on est complètement intégré et on tient compte de cela. Mais comme pour la communauté, on ne peut pas sacrifier certains pour le bien de tous. Il faut respecter chacun. Avant-dernière question, Monsieur le Président. Oui, Madame la Présidente, vous me permettrez, en ultime question, donc, de faire un lien avec l'institution au sein de laquelle vous êtes, donc la Cité internationale universitaire de Paris, donc qui a pour mission d'accueillir des jeunes de tous les pays. Il y a au sein de la Cité, parmi les 6000 étudiants résidents permanents, beaucoup qui font des études et des recherches sur les thèmes sur lesquels vous travaillez, la démocratie, les droits de l'homme, les pays en transition. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous faites en réalité pour vous appuyer sur les générations en cours d'études qui sont très mobilisées de façon générale sur les thèmes des droits de l'homme? Est-ce qu'il est envisageable peut-être d'avoir un partenariat avec une institution comme la nôtre pour que vous puissiez, contribuer à aider les jeunes qui font ces recherches, peut-être les associer à un certain nombre de missions que vous conduisez et du coup effectivement avoir bénéficier de leur appui et de leur aide? Alors, nous avons des partenariats avec des universités. On a l'agrément de l'éducation nationale pour enseigner, pour venir parler des droits humains dans les écoles, les collèges et les lycées. Et on a des partenariats aussi avec les universités, notamment avec l'université Paris 13. Donc ce sont des choses que l'on fait. On a également dans de très nombreuses universités ce qu'on appelle des antennes jeunes, c'est-à-dire des jeunes d'Amnesty qui organisent un certain nombre de choses. Et dans ce cadre-là, on dispense aussi beaucoup d'enseignements, que ce soit en fac, justement, dans les masters sur droit international, le droit des ONG, droit humanitaire. Donc, ce sont des choses que l'on fait. Et après, par contre, on n'emmène jamais des jeunes en mission. Ça pour nous, c'est absolument pas possible. C'est trop compliqué. Mais on les fait travailler sur beaucoup de choses. Et je sais que notamment, il y a une professeure à Paris 13 qui, elle, est en charge de l'antenne jeune et qui les fait travailler et qui les fait organiser des événements qui leur apportent non seulement en termes de droits humains, mais aussi en termes de professionnels, c'est-à-dire comment organiser plein de choses. Donc après, oui, mais ce que je ferais, je serais ravie, vous imaginez, c'est bien au contraire. Ce que je ferais, c'est que je prendrais vos coordonnées et je demanderais à la personne qui s'occupe de ce genre de choses chez nous qu'elle prenne contact avec vous et puis que vous voyez effectivement comment on peut développer, mais au contraire, ravie et pour organiser plein de choses et voir comment on peut travailler avec vous. C'est une excellente idée, je me réjouis. Merci. Merci beaucoup, madame. Excusez-moi de vous interrompre et juste demander une petite question.
vous vous êtes intervenu déjà beaucoup au Vietnam, paraît-il. Alors, est-ce que la liberté d'expression au Vietnam, notamment, il y en a quand ils sont emprisonnés, l'avocat, bon, est-ce qu'il y a une chance pour qu'ils puissent obtenir satisfaction? Deuxièmement, problème, est-ce que vous avez soutenu la campagne des victimes civiles de l'agent Orange, dioxine, qui au Vietnam? Alors, sur la deuxième question, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Vous savez, on mène par année 200-300 actions à travers le monde, je ne les connais pas toutes. Je connais celles qui sont menées à partir de la France, et encore, je ne les connais pas toutes. Hein. Voilà, donc là, vous m'excuserez, on a suivi ce genre de dossier, je sais, en Inde, par exemple, Bhopal, etc., mais je peux pas vous dire. Concernant la libération des victimes, des prisonniers au Vietnam, vous savez, on est à chaque fois, on pense parfois que les gens ne vont jamais être libérés. Et là, c'est pareil. Pour nous, c'est une obligation d'écrire pour qu'ils le soient. Et on continue à écrire. Un jour, ils le sont. Et même au Vietnam, un jour, on réussira à faire libérer. C'est pas facile. C'est comme en Chine, c'est comme dans un certain nombre de pays. Mais je finirai par là, et ça donne aussi toute la dimension d'Amnesty. Souvent, il m'arrive de rencontrer des prisonniers d'opinion qui ont été libérés et qui disent, certains nous disent, quand je recevais toutes ces lettres du monde entier, parce que les actions urgentes, ils reçoivent des lettres vraiment du monde entier. Ils se disaient, je ne suis plus seule dans des endroits aussi lointains que Santiago, Chili, Paris, ou même peut-être Grenoble, ou des villes comme ça. Tout d'un coup, ils découvraient, ils ne comprenaient pas ce qui était écrit, mais de voir d'où ça venait, c'était impressionnant pour eux. Puis il y a certains qui disent, je ne recevais pas les courriers, on ne me les donnait pas, parce qu'il y a beaucoup de prisons où on ne donne pas les courriers. Mais ils nous disent, mais quand les lettres d'Amnesty arrivaient, je le savais, on me donnait plus à manger, généralement j'étais mieux traitée. Et rien que ça, il faut savoir que chaque lettre, et c'est vraiment le message qu'on envoie à toutes ces personnes qui se disent ça ne sert à rien d'agir, chaque lettre que l'on envoie est un soutien. Et ça, c'est majeur. Et il faut continuer, même si on pense que ça va prendre des années. On fait signer pour le camp Yodok en Corée du Nord, c'est pas demain, mais c'est pas grave. Il faut, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait changer les choses. Merci Geneviève Garrigos, merci beaucoup. Pardonnez-moi, vous pourrez poser la question après. Il est 10h, nous terminons donc comme convenu à l'heure précise. Merci de votre dynamisme, merci d'avoir porté avec foi, je vais changer la terminologie, la défense des droits de la femme et la défense des droits de l'homme. Merci beaucoup à vous. Tout dernièrement, un grand merci de la part de la Cité internationale universitaire de Paris, avec nos 130 nationalités, nos 6000 étudiants sur place, certains qui sont très concernés par les droits de l'homme, qui viennent des pays qui sont touchés. Il y a une grande solidarité entre nos résidents. Et moi, j'aimerais bien vous réinviter, mais cette fois-ci, de parler à nos résidents, parce que je pense que là, tout le matin, les résidents, ils sont en cours. Mais si vous voulez bien venir un soir, je pense que ces jeunes gens seront contents de vous entendre, aussi d'entendre quelqu'un qui se bat pour chez eux. C'est un grand souci pour certains de savoir, je suis ici, au chaud, à Paris, je fais mes études, et je sais pas ce qui se passe à la maison. Et donc, j'aimerais bien vous réinviter, Madame la Présidente, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et bien sûr, avec un très grand plaisir, je viendrai.